Les évêques de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane sont réunis à Basse-Terre. Ce mini-conclave leur permet une fois par an de mettre en commun leurs problèmes, de dynamiser leur diocèse. Le reportage d'Yvan Lemar sur cette communion annuelle est à venir. Le bourg d'Anse-Bertrand s'est paré de ses nouveaux habits. Depuis 2014, le centre-bourg a été redessiné pour exprimer plus de beauté et laisser agir le soleil exubérant du Nord. ATV est allé sur place capter le nouveau visage de la commune. ATV Guadeloupe continue d'explorer le monde de l'artisanat avant l'élection de ce mois-ci. Ce soir, la vie d'une fleuriste qui doit faire face aux effets des cyclones passés sur la production locale et aux clandestins qui fleurissent le long des routes. L'économie solidaire pousse les feux pour une place au soleil. Ode ce soir à Johan Julien qui inaugure dans quelques jours un 3e salon de coiffure solidaire à Pointe-à-Pitre. Linda Kayarsi nous contera cette belle réussite. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour le développement de l'actualité de ce jeudi 4 janvier 2018. Les évêques des Antilles et de la Guyane sont réunis à Basse-Terre depuis hier. Il s'agit chaque année, alternativement dans un des diocèses de nos pays, de mettre en commun les moyens, une réflexion commune pour aborder des questions comme la pastorale des jeunes, la violence qui gangrène notre société. Sans plus tarder, voici le reportage d'Yvan Lemar sur cette communion annuelle des évêques de nos régions. Après la Guyane en 2016, la Martinique en 2017, c'est au tour de la Guadeloupe d'accueillir cet événement annuel qui réunit les évêques et les vicaires généraux des 3 départements. C'est un temps très fraternel et puis un temps de prière surtout. Nous avons la prière bien sûr plusieurs fois par jour. Nous avons eu une messe publique à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe ce mercredi avec une assemblée importante. Il y avait aussi de très nombreux prêtres et c'est une manifestation très concrète de ce que nous appelons, nous, la collégialité, c'est-à-dire la communion dans la responsabilité, puisque les évêques, ils sont en lien, en communion avec le pape, et les évêques ont à travailler ensemble. C'est ce que nous faisons pendant ces 3 jours dans cette réunion de ce que nous appelons la province ecclésiastique Antilles-Guyane. Durant 3 jours, les membres des différents diocèses abordent des sujets d'actualité, de société, mais aussi la vie de l'Église. C'est ainsi l'occasion de présenter leurs projets. Nous sommes en train de préparer donc une mission où des équipes missionnaires vont se constituer au début de l'an prochain, qui iront maison par maison. Et nous avons plusieurs projets, c'est-à-dire que d'une part, nous donnerons à toutes ces maisons qui nous accueilleront un petit fascicule qui dise notre foi dans le Christ et la manière dont nous pensons que le Christ est chemin, vérité et vie pour la Guyane aujourd'hui. Ce petit fascicule est en œuvre d'élaboration. Nous aurons à le traduire en plusieurs langues, puisque tout le monde ne parle pas français dans la Guyane. Et donc nous irons faire cela et nous les inviterons à une grande célébration de Pentecôte dans toutes les paroisses de Guyane, à une grande procession de la fête Dieu dans les cités majeures de Guyane. Et ensuite, nous préparons pour les années qui suivent ce qu'on appelle les parcours alpha, c'est-à-dire des rencontres fraternelles avec un repas, avec une discussion, avec un enseignement pour permettre aux gens qui depuis longtemps ont abaissé un peu les bras par rapport à leur foi de se retrouver, de retrouver le dynamisme de la foi et donc de la partager avec leurs enfants et leurs jeunes. Ces discussions permettent aussi de définir des actions concrètes. Première chose, travailler sur les familles aussi, travailler vraiment beaucoup. Par exemple, une transformation de la catéchèse, une transformation de l'animation pastorale centrée sur l'écriture, sur la parole de Dieu. On peut déjà vous dire c'est un scoop, qu'on a pris une décision d'éditer une Bible. La Guyane a déjà pris de l'avance, mais une Bible, voilà, qu'on va distribuer à large échelle parmi le peuple de Dieu pour que chaque famille, chaque chrétien même, ait sa Bible pour pouvoir la lire avant d'aller à la messe ce dimanche. La fin de cette réunion est prévue demain. Les évêques se retrouveront en avril pour la réunion des évêques de la Caraïbe. Depuis 2014, la commune d'Anse-Bertrand a mené un vaste chantier de redynamisation de son centre-bourg. C'est ainsi que la place de l'église a été redessinée, l'église elle-même a été reconstruite et améliorée, le bord de mer également a été amélioré. Voici ce nouveau visage d'Anse-Bertrand capté par Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter. Après presque 4 ans de travaux, Anse-Bertrand dévoile peu à peu son nouveau visage, montant de ceci environ 72 000 €. J'avais dit que j'allais relooker le centre-bourg, et bien c'est ce que nous avons commencé, je dirais, avec beaucoup de bonheur, puisque la première étape, ça a été l'église, de relooker l'église. Et ensuite, il y a eu le front de mer,
avec l'enrochement. Nous avons aussi fait la place de l'église qui est en train d'être terminée. Manque simplement au peintre Nabajot de terminer sa fresque. Nous allons inaugurer cette place le 19 janvier. Nous avons déjà terminé la halle aux poissons sur le port de pêche qui était promise aux pêcheurs. Pour ses habitants, ces travaux sont une aubaine pour redynamiser le centre-bourg et ainsi attirer beaucoup plus de visiteurs dans leur ville. C'est une très très bonne chose parce qu'en fait, en se battant, on voit que ça s'améliore, ça se développe. Il y a eu la rénovation de l'église, maintenant la place qui est très très belle, le port aussi. Donc c'est une très très bonne chose pour Anse-Bertrand. En plus, on voit qu'il y a aussi beaucoup de tourisme, le tourisme, les gens qui arrivent, les gens même de partout en Guadeloupe. C'est un véritable changement comparé à avant des années, qu'on voit que Anse-Bertrand évolue en termes d'aménagement au niveau de la ville, de l'urbanisme, etc. Et ça permet d'attirer le maximum de touristes à venir habiter ici à Anse-Bertrand, qui est une des villes à la campagne qui est le mieux titrée en Guadeloupe. La municipalité prévoit également d'intégrer un centre médical dans ses projets de rénovation urbaine, ainsi que la réhabilitation de son marché aux poissons. L'installation d'un centre nautique dans la commune de Sainte-Anne à la Martinique crée une immense polémique. Cette polémique est d'autant plus vive que le centre risque de passer d'une main martiniquaise à une main bretonne. Et ça, cela ne plaît pas du tout. Voici le reportage de Loïc Régis d'ATV Martinique. Le comité de défense de la Pointe-Marin est sur ses gardes. En cause, la future gestion du cercle nautique par une association bretonne, les Glénans, ainsi qu'une subvention reconductible de 300 000 € étalée sur 3 ans. Un budget que les membres du groupe estiment disproportionné par rapport aux sommes allouées aux autres associations de la commune. Cette municipalité ne donne plus de subventions au-delà de 25 000, justement pour que les associations ne puissent pas monter ce type de dossier. D'où notre effarement de voir une association extérieure à la commune bénéficier de 300 000 €. Je suis en colère, mais je suis en colère contre vous. Je suis en colère contre les Sainte-Annais, en colère de voir que vous acceptez de vous faire déposséder de cette façon. Alors moi, je vais vous dire une chose, il faut vous réveiller et dire stop. Soutenus par l'ancien maire, les contestataires craignent à long terme une privatisation du site. Notre interrogation, c'est quand on aborde Sainte-Anne avec l'histoire, on voit qu'il y a eu plusieurs hold-up de cette zone. Il y a eu le Club Med, il y a eu la ZAC de Belfond et aujourd'hui on voit que les ambitions dévorantes de certains promoteurs arrivent aussi sur le littoral sainte-annais. Les décisions ont été prises lors des conseils municipaux en novembre et décembre 2017, mais selon des membres de l'opposition, toutes les conditions n'étaient pas réunies pour valider les votes. Ils ont entamé un recours. Nous avons lancé des requêtes auprès du préfet, auprès du tribunal administratif, qui sont en cours et que nous espérons qu'ils vont aboutir. Du côté de la mairie, on assure que l'appel à projet a été fait en bonne et due forme. Seulement, aucune association martiniquaise n'aurait déposé sa candidature pour la reprise du cercle nautique. C'est une annonce qui est parue sur France Antilles, donc le quotidien local de la Martinique, et sur le site internet et la page Facebook de la ville. Donc réglementairement, nous avons respecté les conditions d'information et de communication. Au terme des délais de réponse à cet appel à projet, aucune entreprise martiniquaise ne s'est positionnée, ni aucune association. Et c'est l'entreprise des Glénans, l'association Les Glénans, qui s'est positionnée. Selon les élus, l'association Les Glénans est mondialement reconnue. La subvention annuelle de 100 000 € serait le juste prix à payer pour une formation de qualité. Nous recherchons des compétences expertes, voire même excellentes, pour pouvoir donner un bon niveau de service aux personnes qui vont pratiquer la voile. Alors quand on parle des personnes, nous avions visé dans le projet globalement que les élèves, à la fois les écoles primaires, les collèges, et les particuliers, les centres de loisirs puissent bénéficier de compétences expertes. L'association bretonne est déjà présente aux marins pour les croisières. Selon les sympathisants du comité de défense, la contestation ne fait que commencer. Le bras de fer est lancé. Toujours à la Martinique, l'abattoir est en maintenance jusqu'au 14 janvier, après le rush de la production de la fin de l'année. Mais certains bouchers ont été pris de court et n'ont plus de viande à proposer à leurs clients. Et c'est la crise de la viande. Aucune marchandise à vendre, ce boucher n'a pas levé son rideau ce matin. Georges avait lui anticipé la fermeture de l'abattoir
Il s'est organisé quelques jours avant pour avoir de la viande en stock et satisfaire ses clients. J'ai dû, dès la semaine dernière, en 2017, vendredi, abattre une bête en supplément pour travailler cette semaine. Mais là, d'ici la semaine prochaine, je ne peux plus travailler parce qu'il n'y a plus de viande. Mais cette semaine, j'ai eu une bête pour compenser une semaine sur deux. Cet autre artisan est bientôt à court de produits frais. Il vend ses derniers morceaux avant un chômage technique inévitable. Là, c'est le travail qui sera un peu très difficile. On ne pourra pas travailler. On ne pourra pas travailler. Bon, j'ai eu la viande de cette semaine, mais je ne sais pas comment je serai la semaine prochaine. On n'a pas eu le temps. Si on le savait, on aurait pu se préparer convenablement. Une situation que déplore le syndicat des artisans bouchers de la Martinique. Selon son président, la fermeture de l'abattoir principal aurait dû être compensée, une mesure qui aurait assuré une activité continue. Nous ne demandons pas de subvention de quoi que ce soit, nous demandons uniquement le droit au travail. Ce qui veut dire, avant même de fermer l'abattoir, nous avons un petit abattoir d'urgence, on aurait dû le mettre en place de façon à permettre aux bouchers de travailler. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et bien sûr, j'espère que les 2 semaines ne vont pas venir 3 semaines, parce que franchement, je peux vous dire que c'est une grosse perte pour les artisans bouchers de la Martinique. La direction de l'abattoir n'a pas souhaité répondre à nos questions aujourd'hui. Le site restera fermé jusqu'au 14 janvier pour maintenance générale et inventaire. Les bouchers devront donc prendre leur mal en patience. L'élection du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, c'est ce mois-ci. Vous le savez, nous en avons parlé sur RTV. Eh bien, ce soir, nous continuons d'explorer le monde de l'artisanat. Une fleuriste est au rendez-vous avec Anne-Elisabeth Arsène et Moïse Dexter. Fleuriste de mère en fille, Claudia a eu le virus floral de sa tendre enfance. Depuis 25 ans, cet artisan bucolique bichonne glaïeuls et autres roses dans sa petite boutique de Pointe-à-Pitre. Il a fallu quand même se perfectionner, donc faire beaucoup de formations. Et en fait, vous savez, comme les métiers de l'artisanat, donc rien n'est statique. Donc c'est de la formation sans arrêt parce qu'on ne peut pas dire que les acquis, on va rester dessus. Nous avons la Chambre des métiers qui organise aussi des formations sur place. Donc c'est aussi bien parce que ça nous permet aussi de valoriser nos fleurs locales. Le fleuriste doit aussi s'approvisionner hors de nos frontières, une difficulté particulière que connaît bien Claudia, qui aurait par ailleurs souhaité un mode de scrutin différent pour les futures élections. Je préférais avoir mon bulletin en main et aller voter. Nous avons l'approvisionnement local, mais nous avons aussi d'autres fleurs qui viennent de l'extérieur. Et ça, c'est un véritable souci parce que parfois l'avion ne se pose pas en temps et en heure, ou peut-être parce que ce que nous avons demandé, nous n'avons pas toujours, donc parce qu'on n'a pas la possibilité d'aller dans des fermes pour choisir nos fleurs ou bien chez des grossistes qui ont toutes des variétés, hein. Donc on fait avec les moyens du bord, puisque nous avons quand même des grossistes sur la place quand même qui nous fournissent régulièrement chaque semaine. Mais après, comme je vous dis, ça peut être un petit peu le parcours du combattant, indépendant de leur volonté, hein, parce que parfois l'avion n'arrive pas et puis on est contraint on fait face, on gère. Le climat humide ou trop sec de nos régions ne favorise pas la production locale de fleurs. L'importation a donc encore de beaux jours à venir, tandis que la profession subit par ailleurs les fortes concurrences des vendeurs de rue ponctuels pour la Saint-Valentin ou encore la fête des mères. VYV est un regroupement de plusieurs mutuelles qui pèsent assez lourd, 10 millions de salariés protégés et quelques 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Son président est en visite en Guadeloupe. Thierry Baudet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions d'ATV. Donc vous êtes en Guadeloupe pour consolider ce regroupement, pour donner des informations sur la protection des salariés? Oui, c'est un groupe qui a tout juste 4 mois, le groupe Vive. Il est constitué de 6 mutuelles qui existaient déjà, qui ont décidé de se regrouper. Et parmi les 6 mutuelles fondatrices, la mutuelle Margaillard, qui est la mutuelle la plus importante en Guadeloupe, qui est bien connue de tous les Guadeloupéens. Et très ancienne mutuelle aussi. Donc ce regroupement, c'est pour atteindre la taille critique? Ce regroupement, c'est effectivement pour atteindre la taille critique, pour permettre à chacune des mutuelles composant le groupe d'être demain plus forte encore. L'idée du groupe, c'est d'apporter
par la mutualisation des moyens, à chacune des mutuelles, des services nouveaux pour que les mutuelles puissent enrichir les offres qu'elles proposent à leurs adhérents pour répondre aux besoins des adhérents tout au long de la vie. L'ambition de nos mutuelles, c'est d'être des compagnons de vie des adhérents dans les moments heureux comme dans les moments moins heureux. D'accord, on a rendu les mutuelles obligatoires pour les salariés, mais cela est considéré aussi comme un avantage fiscal ? Écoutez, fiscalement, ce que je peux vous dire, c'est que les mutuelles, elles ne sont pas très bien traitées, c'est notre point de vue, par les pouvoirs publics. Les salariés ne sont pas moins aussi. Mais les cotisations des mutualistes sont taxées à hauteur de 13,27%. Ça veut dire que quand vous versez une cotisation à votre mutuelle, le premier mois et demi, la cotisation, elle sert d'une certaine manière à payer l'impôt. Et c'est simplement à partir de mi-février qu'avec les cotisations encaissées, les mutuelles peuvent commencer à servir des prestations. Alors, les dernières mesures adoptées par les pouvoirs publics, qu'est-ce que cela a apporté en quelque sorte aux salariés ? Ça a permis de généraliser la couverture complémentaire pour les salariés. Beaucoup de salariés avaient déjà une couverture, mais on estime qu'en France, sur l'ensemble du territoire, 400 000 n'en disposaient pas. Donc ça a permis de renforcer la couverture, mais ça a eu quelques effets qui n'étaient pas attendus. Ça a laissé de côté, par exemple, les jeunes qui ne sont pas encore dans l'emploi, les retraités, ceux qui ne sont plus dans l'emploi, les demandeurs d'emploi de plus d'1 an. Et on sait bien que ces populations-là, celles que je viens d'évoquer... C'est une mesure injuste ? C'est une mesure qui a, d'une certaine manière, amélioré la protection sociale des salariés, mais ce faisant, ça a un peu contribué à segmenter les populations, à séparer les populations, et il faut apporter des réponses adaptées, notamment aux seniors, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, les mutuelles. Mais qu'est-ce que vous aurez à faire comme proposition, peut-être dans les mois à venir, pour améliorer cette situation ? À l'agenda du gouvernement, il y a l'idée du reste à charge zéro en optique, en dentaire, en audioprothèse. C'est très important. Vous y croyez ? Il faut le faire, parce que vous savez... Et c'est sur votre dos, en partie. Nous, ce que nous voulons, c'est que lorsque nos adhérents nous confient des cotisations, ils puissent se soigner. Et aujourd'hui, dans un certain nombre de cas de figure, en dépit de leurs cotisations à la Sécu et à la mutuelle, ce n'est plus suffisant. Ils ont des restes à charge à supporter. Alors un groupe comme le nôtre, qui est un groupe important, qui protège 10 millions de personnes, on doit prendre notre part de responsabilité, améliorer sûrement nos remboursements, mais on veut aussi discuter avec les professionnels de santé pour essayer de s'accorder avec eux sur des prix acceptables, responsables. Justement, est-ce qu'il y aura une augmentation des cotisations ? Tout dépend des décisions des pouvoirs publics. Vous savez, quand la sécurité sociale, elle se désengage, elle ne rembourse que 4% des dépenses d'optique, la Sécu. Quand elle se désengage et quand elle augmente les charges des mutuelles, en réalité, elle augmente les charges des Français. Quand on augmente les dépenses des mutuelles, on augmente les dépenses des Français. Thierry Baudet, vous avez le sentiment qu'il y a un glissement de la protection sociale vers les mutuelles ? Non, le sentiment, moi je crois qu'il faut toujours se rappeler que dans notre pays, on a une bonne protection sociale. Vous savez, quand on est malade, dans notre pays, on nous demande de sortir la carte verte avant la carte bleue, la carte vitale avant la carte bancaire. Il y a un grand pays, pas très loin d'ici, où c'est la carte bleue qu'on vous demande. Et si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas soigné. Donc il faut toujours se rappeler que nous avons un bon système de santé. Ce système de santé, il faut le préserver. Sur un certain nombre de sujets, les mutuelles ont pris de plus en plus de place, notamment pour tous les soins les plus courants, qui sont aussi les plus fréquents, sur lesquels la Sécu, elle ne rembourse plus qu'1 euro sur 2. Le deuxième euro, il est à la charge des mutuelles et des complémentaires. Alors on dit, sur ces sujets-là, on veut que demain, on nous laisse davantage de responsabilités et qu'on nous laisse la possibilité, comme nous sommes les financeurs premiers, de dialoguer avec les professionnels de santé. Les charges sociales, selon vous, sont-elles un frein au développement de l'emploi ? Ce discours, c'est le discours du gouvernement qui a emmené les ordonnances. Moi, écoutez, ce que je constate aujourd'hui, c'est que je reste sur le champ qui est le mien, sur le champ de la santé et de la protection sociale. Je constate que l'entreprise est devenue d'une certaine manière un territoire de santé. Les employeurs sont attachés à la protection sociale, à la couverture santé, à la couverture prévoyance de leurs salariés. Ils sont attachés aussi à ce que puissent se développer des actions de prévention dans l'entreprise pour que les salariés, j'allais dire, puissent se sentir bien dans leur cadre de travail. Et un groupe important comme le groupe Vive est en capacité d'apporter des réponses adaptées aux entreprises et donc aux salariés. Vous avez dit que Marc Gaillard a été aussi membre fondateur de ce regroupement. Quel message spécifique pour les protégés de Guadeloupe ? Ce que je constate, c'est que... Vous leur dites que Marc Gaillard n'augmentera pas ses tarifs ?
Je leur dis que Margaillard, demain, par son appartenance au groupe Vive, sera en capacité de proposer des couvertures encore améliorées, de proposer des services supplémentaires aux mutualistes qui leur font confiance, auprès déjà de 90 000 personnes protégées en Guadeloupe. Et puis en Martinique, la mutuelle Margaillard, c'est près de 90 000 personnes protégées. Ce n'est pas rien. Est-ce que lorsque des cyclones ravagent une région, comme ça a été le cas pour nos régions, est-ce que les mutuelles ont un rôle à jouer fondamental ? Ce n'est pas le rôle premier des mutuelles, mais les mutuelles, elles ont développé des caisses de solidarité et naturellement, avec les militants mutualistes, avec les délégués des mutualistes, les mutuelles, elles étudient les situations de leurs mutualistes qui sont les plus en difficulté et dans la mesure de leurs possibilités, elles leur accordent un certain nombre de prêts, de secours. Donc les mutuelles jouent un rôle en matière d'action sociale très important. Thierry Baudet, je vous remercie. Je pense que vous allez poursuivre votre séjour en Guadeloupe. Je vais vous demander de vous intéresser à l'année 2018 où on a examiné cette année. Nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de ponts, même des viaducs, et que beaucoup de semaines seront écourtées en 2018. Je vous propose de regarder le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Après le 1er janvier tombé un lundi cette année, les salariés sont encore loin du compte. Il faut ajouter les traditionnels jours gras du 12 au 14 février, sans oublier les jours fériés qui sont le lundi de Pâques et de Pentecôte. Autant d'occasions d'organiser de longs week-ends pour se reposer. Les Guyanais pourront aussi profiter du Vendredi Saint, jour chômé chez nous, pour s'octroyer un week-end de 3 jours. Mais c'est au mois de mai que les salariés pourront prendre plusieurs jours de repos. En tombant un mardi, le 1er mai et le 8 mai favorisent les ponts dans l'administration. Sans compter que cette année, le jeudi de l'Ascension tombe le 10 mai. En clair, en posant 3 jours de congé le 7, le 9 et le 11 mai, il sera possible d'être de repos du 5 au 13 mai. La deuxième partie de l'année s'annonce plus studieuse. L'Assomption tombe le mercredi 15 août, la Toussaint le jeudi 1er novembre et Noël le mardi 25 décembre. Mais cette année 2018 charrie aussi son lot de déceptions. Le 10 juin, fête de l'abolition de l'esclavage chez nous, tombe un dimanche, tout comme l'armistice. Enfin, la fête nationale du 14 juillet tombe un samedi. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, restez avec nous. Dans un instant, nous soulignerons avec Linda Kayarsi la performance d'un jeune chef d'entreprise guadeloupéen qui inaugure son 3e salon de coiffure. Nous prendrons connaissance également du contenu du programme du carnaval. Il s'appelle donc Johan Julien, il a 27 ans, il a sa 3e inauguration d'un salon de coiffure solidaire. Ce jeune homme a de l'ambition. Voici le reportage de Linda Kayarsi. Après un salon solidaire à Moule, puis au Rézé, Johan Julien continue sur sa lancée et s'octroie un 3e salon à Pointe-à-Pitre. Et là aussi, le succès solidaire est au rendez-vous. Je suis une cliente fidèle, j'ai l'habitude de venir tous les mois. Donc j'ai mon soin habituel, j'ai mes coiffeurs avec qui j'ai pu créer des liens de confiance. Donc voilà, pour moi c'est tout à fait normal de pouvoir continuer avec mes 9 filles. 3 salons donc et même ligne de conduite. Des prestations de qualité à petit prix, avec des mains de fées professionnelles. Sans soutien et sans encouragement de la collectivité et le soutien de la Guadeloupe, du moins, donc on n'aurait pas pu honorer et continuer le projet. Il faut savoir que salon de coiffure solidaire comme la nôtre, on reçoit près de 1000 clients par mois. Face à autant de succès, pas facile donc de répondre à toutes les demandes, notamment l'ouverture d'un salon à Basse-Terre. Le jeune chef d'entreprise avance à petits pas, mais sûrement avec de grandes ambitions. Aujourd'hui, il y a d'autres projets à venir, comme un chantier d'insertion qui va prendre naissance cette année, et également l'ouverture un peu plus large de notre clientèle. Vendredi, Johan Julien inaugura officiellement son 3e salon solidaire. Ce matin, à 10h, que les organisateurs du carnaval ont révélé le programme 2018 des festivités. Sans plus tarder, présentation Linda Kayarsi. Cette année encore, le carnaval s'annonce festif, mais surtout très dense. Fin des festivités le 14 février. Et les organisateurs d'hiver ont été obligés de faire déborder les manifestations depuis le vendredi. Donc on va avoir des week-ends qui, au lieu d'être de 2 jours, seront souvent de 3 jours. Donc il y aura souvent des manifestations le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Pour ne rien changer, de nombreux temps forts. Et le premier d'entre eux, Masse en folie pour le top départ du carnaval.
Les nouveautés de la SGC, c'est que le 5, c'est-à-dire demain, nous avons une ouverture avec Top Carnaval. C'est une nouvelle association créée par M. Sylvain Michino. Et ce sera au Vélodrome. C'est la première fois qu'on le fait. Une fois n'est pas coutume, la Basse-Terre et la Grande-Terre vivront au rythme des carnavaliers. Basse-Terre est animée par le comité du carnaval, l'Uber 3000, qui a repris des manifestations traditionnelles, ronde des écoles, défilé des marchandes, et qui a innové. Nous avons un défilé nocturne, volant à la Rila. On préfère rester, sauf cette année 2018, pour mieux rebondir l'année de nos 20 ans en 2019. Mais quand bien même, vous aurez droit à un beau carnaval, toujours bien organisé avec le groupe de Guadeloupe. Le 7 janvier, on a créé une petite manifestation qui s'appelle la Parade des Rois par rapport à l'épiphanie. On essaie de la mettre en vert pour voir que celle 2019, on ne peut pas l'améliorer. Des petits nouveaux feront leur apparition, voire même leur grand retour, avec notamment la Parade de Sainte-Anne le 14 janvier, m'assemblage, après 2 ans d'absence. Autre moment fort et incontournable, l'élection du roi et de la reine du carnaval des îles de Guadeloupe, le 5 février. Le carnaval guadeloupéen est déjà assez bien connu maintenant, on peut le dire, des touristes et des non-touristes. Donc, de plus en plus, le carnaval prend de l'ampleur au niveau de sa communication, au niveau de sa connaissance dans le monde. Donc on a aussi de plus en plus de demandes et nous aussi on a un devoir de se structurer pour pouvoir recevoir ces gens-là. En 2018, l'Office du carnaval de Guadeloupe compte bien faire de ces festivités un très bon cru, avec notamment la poursuite de la mise en place d'un fonds documentaire et la création de 2 marques, Carnaval Guadeloupe et Masse Guadeloupe. Objectif, promouvoir le carnaval, la destination Guadeloupe. Voici quelques informations utiles à votre vie quotidienne. S'agissant des coupures d'eau, c'est prévu jusqu'à vendredi 5 janvier 2018. Les autres concernés, les Abîmes, les Saintes et Cap-Esther-Belle-Eau de 18h à 6h le lendemain. Le pour donner votre sang sera vendredi 5 janvier à Super U à Bergevin face à la gare routière de 8h à 13h. Et si vous avez des informations à faire parvenir à la rédaction d'ATV, vous composez le 05 90 60 11 11. Cette édition est à présent terminée. Je vous en rappelle les principaux titres. Les évêques de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane sont réunis à Basse-Terre. Ce mini-conclave leur permet une fois par an de mettre en commun leurs problèmes, de redynamiser leur diocèse. Nous avons pu voir le reportage d'Yvan Lemar sur cette communication annuelle. Le bourg d'Anse-Bertrand s'est paré de ses nouveaux habits. Depuis 2014, le centre-bourg a été redessiné pour exprimer plus de beauté et laisser agir le soleil exubérant du Nord. ATV est allé sur place capter le nouveau visage de la commune d'Anse-Bertrand. ATV Guadeloupe continue d'explorer le monde de l'artisanat avant l'élection de ce mois-ci. Ce soir, la vie d'une fleuriste était à la une. Elle doit faire face aux effets des cyclones passés et à une production locale en retard et également des clandestins qui fleurissent le long des routes. L'économie solidaire pousse les feux pour une place au soleil. Nous avons dressé l'hôte de ce soir à Johan Julien qui inaugure dans quelques jours un 3e salon de coiffure à Pointe-à-Pitre. Nous lui souhaitons bonne chance. Voilà, cette édition est à présent terminée. On se retrouve demain à 18h45. Passez une bonne soirée sur ATV.